Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va corriger le dernier exercice de la série de TD numéro 3 qui est l'exercice numéro 1. On peut remarquer, on a dans cet exercice le montage d'un amplificateur différentiel. Cet amplificateur différentiel il est constitué de deux transistors Q1 et Q2. Aussi, il est constitué d'un miroir de courant. Donc, comme vous pouvez le remarquer ici, ce dernier il est constitué de deux transistors Q3 et Q4. Concernant les informations qu'on a, vous pouvez remarquer pour les deux transistors Q1 et Q2, ils sont d'abord identiques. Ils ont un bêta qui est égal à 100 et ils ont un VA qui est égal à l'infini. Ça veut dire quoi VA est égal à l'infini? C'est la tension Early. Alors vous pouvez remarquer, c'est pour cette raison que j'ai ajouté le rappel qui était vraiment au bas de l'exercice. On sait très bien que le H de 2 est égal à IC0 sur VA. Ça veut dire le fait que VA est égal à l'infini, ça implique que le H de 2 est égal à 0. Par contre, pour les deux transistors Q3 et Q4 qui sont également identiques, on a un VA qui est égal à 50 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le H de 2, dans ce cas-là, il est différent de 0. Donc, ce sont deux informations qui sont très importantes. Ça veut dire, lorsqu'on va tracer le schéma équivalent, pour les transistors Q1 et Q2, on va considérer que les paramètres H11 et bêta. Par contre, pour le transistor Q3 et Q4, il faut prendre en considération le H11, le bêta et le H 2 qui est dans ce cas-là différent de 0. Alors, on peut remarquer aussi, on a plusieurs informations. On a le VT qui est égal à 26 millivolts, car comme vous pouvez le remarquer pour les transistors Q3 et Q4, et même pour les transistors Q1 et Q2, on ne nous a pas donné le H11, donc il faut le calculer. Pareil, vous pouvez le remarquer dans le rappel, on vous a donné le fait que H11 est égal à VT sur IB0. Et bien sûr, ce sont des choses que vous avez déjà vues pendant le cours. Donc, on a aussi la tension VCC, on a la valeur de RB, on a le VC1 qui est égal à VC2 et on a le courant I3 qui est ce courant-là, d'accord? Qui est l'entrée de notre miroir de courant. Alors, on va passer à la première question. La première question, c'est d'abord, on est en étude statique et on nous demande de calculer ou bien de déterminer les résistances R1 et RC. Ça veut dire quoi? Je suis en étude statique, tout simplement, comme les chapitres précédents, chapitre 1 et chapitre 2. Étude statique, tout simplement, j'aurai que tout ce qui est statique, j'élimine tout ce qui est dynamique, donc V1 est égal à 0 et V2 est égal à 0. Bien sûr, si on avait des capacités de liaison, là aussi, on va les remplacer par des circuits ouverts. Donc, étude statique V1 est égal à V2 est égal à 0. Donc maintenant, on va essayer de chercher comment calculer les R1 et RC, bien sûr en se basant sur loi de Maille, loi de Neu, les différentes expressions, différentes relations qu'on peut dégager à partir de... On va commencer par la résistance R1, on va essayer de calculer la résistance R1. Alors vous pouvez remarquer une chose que dans cette partie du schéma, si on prend cette branche, de là jusqu'à là, on a quoi? On a le VCC. Donc, de ce point-là jusqu'à la masse, on a le VCC. On peut dire que VCC est égal à quoi? Est égal à R1 fois le courant I1 plus cette tension-là qui est VCE 4 plus, plutôt moins, VCC. Donc, on peut écrire VCC est égal à quoi? Est égal à R1 fois I1 plus VCE 4 moins VCC. Très bien. Alors, nous, on cherche la résistance R1. On connaît le VCE 4, on connaît le VCC, mais il reste le I1. Donc, le I1, tout simplement, on a le I3 qui est égal à 400 microampères. Très bien. Et ce montage-là qui était encadré auparavant, on nous dit que ça, c'est un miroir de courant. Ça aussi, vous avez déjà vu cette partie-là. Donc, à la fin du chapitre numéro 2, vous avez traité le chapitre miroir de courant. Un miroir de courant, c'est un miroir. Donc, le courant qu'on a ici, c'est le même courant qui sera là, d'accord? Même si on aura une charge R, on aura la résistance R1 qui va être variable, mais le courant I1, il ne va jamais changer. Il va toujours être égal à 400 microampères. D'accord? D'où le nom miroir de courant, parce que c'est un miroir, il va refléter ce qu'on lui donne. Donc, toujours, il sera égal au courant I3. Donc, le courant I1 est égal au courant I3 est égal à 400 microampères. Donc, on peut en déduire la résistance R1. R1 est égal à quoi? Est égal à 2 fois VCC moins VCE4 divisé par le courant I1, ou bien directement, je peux écrire le courant
Alors oui, effectivement, on n'a pas la tension VCE4, mais on a la tension VBE4. Donc on a le VCE1, on a le VCE2, mais on n'a pas le VCE4. Comment on peut déterminer le VCE4? Tout simplement, vous pouvez remarquer que cette tension-là, c'est la tension VCB4, est égale à combien? Est égale à 0, parce que vous pouvez remarquer, donc on a relié le collecteur à la base. Donc, du fait que le VCB4 est égal à 0, donc on peut dire le VCE, c'est quoi? Normalement, d'une façon générale, est égal, c'est VCB plus VBE. Alors, comme le VCB est égal à 0, ça veut dire que le VCE est égal à VBE dans notre cas. Donc, on peut dire que c'est 2 VCC moins VBE4 divisé par I3. Et voici l'expression de la résistance R1. Si vous faites l'application numérique, vous allez trouver une valeur de la résistance R1 qui est égale à 73,25 kΩ. Maintenant, on va chercher la résistance RC. Alors toujours, on va utiliser le même montage, mais dans ce cas-là, on va supposer que ce point-là, on va le nommer par exemple E. Et on va dire que de ce point-là jusqu'à la masse, on a la tension VE. Donc, dans cette branche-là, de là jusqu'à la masse, donc qu'est-ce que je vais avoir? Alors, de là jusqu'à la masse, pardon, j'ai mal écrit. Donc ici, je vais avoir VCC. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Je vais écrire que VCC est égal à RC IC1 plus cette tension-là qui est VCE1 plus VE. D'accord? Étant donné que VE de ce point-là jusqu'à la masse. Et bien sûr, je vais juste effacer. De la même façon, on peut voir cette maille-là. Dans cette maille-là, qu'est-ce qu'on a? On a ici le courant IB1 qui va circuler, donc la tension RB, la tension, si je peux dire que c'est la tension VB. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, dans la maille numéro 1, on va écrire que VB plus VBE1 plus VE est égal à 0. Donc, je peux remplacer le VE par VB moins VB moins VBE1. Donc, je peux écrire l'équation précédente comme suit. On va dire que RC est égal à RC IC1 plus VCE1 moins VB qui est RB IB1 moins VBE1. Donc, on connaît le VBE1, très bien. On connaît aussi le RB. On connaît le VCE1. On connaît le RC, on cherche le RC. Et ce qui nous reste comme inconnu, il nous reste le IB1 et le IC1. C'est quoi l'IB1 et l'IC1? Tout simplement, on sait que le courant I3, on vient de le dire, c'est 400 microampères. Très bien. Comme I3 est égal à 400 microampères, on est dans le cas, on est en étude statique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tension V1 est égale, je vais l'écrire en majuscule, est égale à V2 est égale à 0. Ça veut dire quoi V1 est égal à V2? Ça veut dire que le courant IB1 est égal au courant IB2. Très bien. Donc IB1 est égal à IB2. Les deux transistors, ils sont identiques. Donc ils ont même bêta. Donc bêta IB1 est égal à bêta IB2. C'est quoi le bêta IB1? C'est le IC1. IC1 est égal à IC2. Très bien. I3, c'est quoi? I3, c'est le IC1 plus IC2. Comme IC1 est égal à IC2, donc je vais dire c'est 2 IC1, ou bien je peux écrire c'est 2 IC2. Donc à partir de cela, on peut en déduire le IC1 qui est égal à quoi? C'est le I3 sur 2. Pareil, je peux en déduire aussi le IB1. Le IB1, c'est quoi? C'est le IC1 qu'on a trouvé qui est égal à 200 microampères. C'est le IC1 divisé par bêta. Ça veut dire que pour moi, ça y est, ce n'est plus un inconnu. Je connais le IC1, je connais le IB1, donc je peux finalement en déduire la résistance RC. Donc RC est égal à quoi? Ça va être VCC moins VCE1 plus RB IB1 plus VBE1. Le tout divisé par quoi? Divisé par le IC1. Donc, étant donné que le IC1, comme j'ai dit, c'est le I3 sur 2, donc c'est 200 microampères. Donc, après calcul, vous allez trouver que la résistance RC est égale à 28
1,6 kOhm. Et voilà, on a terminé avec l'étude statique. On va passer maintenant à l'étude dynamique. Alors, dans la partie étude dynamique, ils disent qu'on souhaite, dans cette partie, on souhaite remplacer le miroir de courant par sa résistance équivalente, ou bien sa résistance interne RI. Donc, tout le montage par la suite, une fois on va répondre à la première question qui est la question numéro 2, on va remplacer par la suite tout le montage miroir de courant par une seule résistance qui est la résistance interne RI. Donc, c'est ça l'objectif de cette première partie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, comme toute étude dynamique, bien sûr, on va éliminer tout ce qui est statique. Pour l'étude dynamique, on va mettre tous les générateurs continus à la masse. D'accord? Donc, bien sûr, là aussi. Si on avait des capacités, on va les remplacer par des courts-circuits, sauf cas contraire. Et bien sûr, on va remplacer nos transistors Q3 et Q4 par leur schéma équivalent en dynamique. Très bien. Alors, si vous vous rappelez très bien, dans le cas de Q3 et Q4, on a une tension Early VA qui est égale à 50 volts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre H22, dans ce cas-là, il est différent de 0. Donc, le transistor dans les deux cas, soit Q3 et Q4, donc on va avoir la base, collecteur et émetteur. On va le remplacer en dynamique par son schéma équivalent en prenant en considération le H22. Donc j'aurai le H11, voici ma base, le courant IB, puis dans l'autre partie, on aura notre générateur de courant bêta IB, et bien sûr, on aura le 1 sur H22. D'accord? Et voici le collecteur, voici l'émetteur. Alors, vous pouvez remarquer avec moi ici, on va tracer le schéma équivalent noir. Donc, l'entrée du transistor Q3, c'est le collecteur. Voici ça, c'est le collecteur 3. J'ai ici le courant I3. Ici en bas, je vais avoir l'émetteur numéro 3. Et là, j'aurai la base numéro 3. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre le collecteur et la base? Il n'y a rien du tout. Entre la base et l'émetteur, j'ai le H11. Entre la base et l'émetteur, ici, je vais avoir le H11. Alors, vous pouvez ajouter H11,3. Mais sinon, comme les deux, dans ce montage-là, on aura tous les deux transistors, ils sont identiques, donc le même H11, mais même bêta. Alors, et entre le collecteur et l'émetteur, j'ai le bêta. Le bêta, alors, étant donné que le courant qui va circuler dans le H11, c'est quoi? C'est le IB3. D'accord? Alors ici, j'aurai le bêta IB3. D'accord? Et bien sûr, j'aurai le 1 sur H22. Très bien. Donc, comme la même chose, comme les transistors sont identiques, donc même H22, même H11 et même bêta. De la même façon, je vais tracer le schéma équivalent du transistor numéro 4. Donc, ça, c'est la base numéro 3, l'émetteur numéro 3 et collecteur numéro 3. La base numéro 4, je vais effacer ici. Donc, la base numéro 4. Le collecteur numéro 4 et ici l'émetteur numéro 4. Donc on a toujours notre H11, le courant qui va circuler ici c'est le IB4. Et là, j'aurai le générateur de courant bêta IB4 et le 1 sur H22. On va continuer. Donc on a tracé les schémas équivalents des deux transistors en dynamique. D'accord? Maintenant, on va continuer le montage. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux bases qui sont reliées. Voilà, on va relier les deux bases. D'accord? On a la base numéro 4 qui est connectée au collecteur numéro 4. Donc, on va relier la base numéro 4 au collecteur numéro 4. On a les deux émetteurs qui sont reliés tous les deux à la masse. Donc, on va relier les deux émetteurs qui vont partir à la masse. Et ensuite, on a le collecteur numéro 4 qui va via une résistance R1 à la masse. Donc, voilà. R1 puis la masse. Alors, voici le schéma équivalent du montage. Alors, on n'a pas encore terminé parce qu'on cherche quelle est la résistance RI, la résistance interne RI. Alors, ce que je vais vous demander, quels sont les courants qui existent ici dans le schéma? Alors, on va retourner à notre schéma ici. Donc, on peut voir ici le courant qui va circuler, c'est quoi? On a ici le
IB4. Donc, je vais l'écrire en minuscule. Et là, le IB3. Donc, ici, c'est la somme IB3 plus IB4. En général, c'est un courant de base, étant donné que le I1, c'est le courant collecteur qui est égal à le courant collecteur, c'est bêta fois le IB4 dans ce cas-là. Et la même chose ici, le I3, c'est le bêta fois IB3. Alors, sans oublier que normalement le I1, c'est pas le bêta IB4 normalement, parce que voici le courant collecteur IC4. Normalement, c'est le bêta IB4 plus IB3 plus IB4. Donc, plus la somme de ces deux courants-là. Vous êtes d'accord avec moi? Voici ce nœud ici. On a le courant collecteur 4 qui est ici. Donc, ici, on a la somme des deux bases. Mais on peut négliger ces deux courants-là devant le courant bêta IB4, étant donné que le bêta, il est très grand. Donc, on peut dire que c'est approximativement égal au bêta IB4. D'accord? Donc, du fait que le courant I1 qui est égal approximativement au courant collecteur numéro 4, IC4, le courant I3 qui est le courant du collecteur numéro 3 qui est égal à bêta IB3, on sait très bien que ça, c'est un miroir de courant. Donc, le I1 est égal, toujours j'oublie en minuscule, est égal à I3. Le I1 est égal à I3. Donc, on a dit que le I1 approximativement égal à bêta IB4 égale I3, c'est le courant collecteur numéro 3. Ça veut dire que le IB4 est égal à IB3. Très bien. Donc, à partir de cela, je vais retourner à mon schéma équivalent en dynamique. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a IB3 plus IB4. Ça veut dire que le courant qui va circuler ici, c'est la somme des deux. C'est IB3 plus IB4. Donc, je peux dire directement, c'est 2 fois IB, soit IB3, soit IB4. Moi, je vais choisir IB4. 2 fois IB4. D'accord? Et le courant qui va circuler ici, c'est quoi? C'est 2 fois IB4 plus bêta IB4. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai ici le bêta IB4 et j'ai ici 2 fois IB4. D'accord? Donc, si je prends la tension, je vais juste changer de couleur. Si je prends la tension qui est ici, de ce point-là jusqu'à la masse, cette tension-là, je vais la nommer par exemple un certain V'. V', donc vraiment ces éléments-là, ils sont parallèles. Donc ces deux résistances H11 et H22, puis ces deux, la même chose, ces deux résistances R1 et 1 sur H22. Alors ces deux-là, ils sont en parallèle, ces deux-là, ils sont en parallèle, donc toujours j'aurai la même tension entre les deux bornes, d'accord? Donc je peux écrire que le V' est égal à quoi? De ce côté-là, je vais dire que c'est H11 en parallèle avec H11 fois le courant 2 fois IB4. Bien sûr, je pouvais aussi dire que V1, c'est H11 fois IB4. Et, pardon, V' c'est H11 fois IB4. Aussi, ici, j'ai le V'. Là aussi, comme je dis souvent, il n'y a pas une seule et unique méthode pour résoudre donc, les problèmes d'électronique ou bien même des autres disciplines. D'accord? Alors, de la même façon, V' aussi est égal à quoi? On a le V' qui est égal. Donc là aussi, c'est deux résistances qui sont en parallèle, d'accord? Donc c'est R1 en parallèle avec 1 sur H22. Je peux nommer ça un certain R équivalent, donc si je le souhaite, fois le courant qui va circuler dans ces deux résistances parallèles, qui est 2 IB4 plus bêta IB4, mais bien sûr, je dois faire attention, parce que ici, j'ai la tension et le courant, ils sont dans le même sens. Vous pouvez le remarquer, V' est dans ce sens, donc si je les rassemble comme ça, donc vous pouvez voir que le courant, il va dans ce sens-là, donc dans le même sens. Donc je dois ajouter le signe moins. Donc moins fois le courant 2 plus bêta fois IB4. Je vais passer à une nouvelle page parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Maintenant, la question suivante, il demande d'établir le schéma équivalent dynamique du montage, bien sûr du montage complet. L'amplificateur différentiel, bien sûr, normalement avec son miroir de courant, mais maintenant,
comme on vient de démontrer qu'on peut remplacer le miroir de courant par sa résistance interne RI, donc le montage il sera comme suit. Donc on va éliminer le miroir de courant, on va le remplacer par sa résistance interne RI. Donc, on va établir notre schéma équivalent comme on a l'habitude de le faire. Tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre tous les générateurs de tension continue à la masse. Si on a des capacités, on va les remplacer par des circuits fermés sauf cas contraire. D'accord? Et bien sûr, on va remplacer les transistors par leur schéma équivalent en dynamique. Ici, pour les deux transistors Q1 et Q2, on sait très bien que le VA est égal à l'infini. Ça veut dire que le H de 2 est égal à 0. Et bien sûr, on n'a aucune information sur le H12, donc on va garder que le H11 et bêta. Alors, pour établir le schéma équivalent, on va commencer par le schéma équivalent de nos deux transistors. D'accord? Alors, je vais commencer ici par la base numéro 1, le collecteur numéro 1, l'émetteur numéro 1. On a ici, bien sûr, H11. Bien sûr, le courant ici, c'est le IB1 qui va circuler et le bêta, IB1. J'insiste, il faut toujours faire très attention quand on trace le schéma équivalent parce que ça va être la base de plusieurs questions. Donc, si on se trompe dans le schéma équivalent, tout ce qui va suivre, il va être faux. Alors, le transistor numéro 2, on va garder l'entrée vers l'extérieur, puisqu'on a ici deux entrées. Donc, la base numéro 2 ici, le collecteur numéro 2 et l'émetteur numéro 2. Donc, ici, je vais avoir mon H11. Alors, comme vous pouvez aussi le remarquer, j'ai nommé que H11 et bêta IB, puisque les deux transistors, ils sont identiques. Le IB2, d'accord? Et ici, le bêta IB2, d'accord? Et voilà. Donc, on va continuer. Qu'est-ce qu'il y a à la base numéro 1? C'est la résistance RB, puis la tension alternative V1. Donc, je vais mettre ici le RB, puis le V1. D'accord? À la masse. De la même façon, je vais avoir la même chose. Alors, je m'excuse ici, puisque je vais essayer de décaler un petit peu ce schéma-là pour laisser un petit peu d'espace. Voilà. Donc, du côté base numéro 2, de la même façon, je vais avoir la résistance RB et V2 vers la masse. D'accord? Donc, on a terminé avec ces deux parties-là. Qu'est-ce qu'on a encore? On a les deux émetteurs qui sont reliés à la résistance RI. Donc, je vais relier les deux émetteurs E1 et E2 à la résistance RI, puis à la masse. Ensuite, les collecteurs C1 et C2, ils sont reliés à la résistance collecteur RC. Et voilà, on a terminé avec notre schéma dynamique, bien sûr sans oublier que la tension de sortie, ici VO2, pour indiquer V-output numéro 2, elle est prise à la borne du collecteur du transistor numéro 2. D'accord? Alors on va passer à la question suivante. Voici notre schéma proprement dessiné, d'accord? Comme on vient de le dessiner tout à l'heure. Alors la question suivante, c'est déterminer le gain différentiel. D'accord. C'est quoi le gain différentiel? On sait très bien, comme on nous dit le gain AD, donc je suis en mode différentiel. Ça veut dire quoi en mode différentiel? Ça veut dire que on suppose que le V1 est égal à moins V2. D'accord? On peut ajouter est égal à VD sur 2. Si vous souhaitez. Mais en général, ce qui nous intéresse pour nous, c'est que le fait que V1 est égal à moins V2. Donc, je suis en mode différentiel pour éliminer la partie où j'ai le AC. Donc, dans l'expression d'un amplificateur différentiel, comme vous le savez, on sait très bien que VS1 est égal à quoi? Est égal à AD sur 2 V1 moins V2, étant donné que V1 c'est l'entrée numéro 1 et l'entrée numéro 2, plus AC sur 2 V1 plus V2. Ça, c'est un rappel des choses que vous avez déjà vues au cours. Donc, et la tension de sortie numéro 2, c'est AD sur 2 V2 moins V1 plus AC sur 2 V2 plus
V1. Alors, du fait qu'on choisit que V1 est égal à moins V2, donc ce terme-là, il va être nul. Donc, on va éliminer cette partie-là. Elle va être multipliée par 0. On va garder que l'expression avec un seul inconnu qui est AD. Donc, comme ici, dans l'exercice, ils ont pris la sortie numéro 2, donc on va exploiter cette deuxième relation, parce qu'on connaît le VS2. Donc, on peut dire que VS2 est égal à quoi? Est égal à AD sur 2. V2 moins V1, donc V1 est égal à moins V2, donc c'est 2 fois V2. Donc c'est AD fois V2. Donc ça va impliquer que le gain en mode différentiel est égal à quoi? C'est la tension de sortie numéro 2 sur la tension d'entrée numéro 2. Bien, on peut garder moins V1 quand vous le souhaitez, mais de préférence de garder la tension d'entrée numéro 2 pour que ça soit plus facile. Alors, on va retourner à notre schéma. Bien sûr, on cherche maintenant, on va chercher l'expression de VS2, on va chercher l'expression de V2 pour pouvoir déterminer le AD. On va retourner à notre schéma équivalent. Alors, voici le schéma équivalent. On peut faire quelques petites remarques. Donc, je vais amener le stylo. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, ça c'est la tension V2, d'ici jusqu'à la masse, d'accord? V2 est égal à quoi? Est égal à RB IB2 plus H11 IB2, toujours c'est le courant IB2 qui va circuler, ce courant-là qui est approximativement égal à bêta IB2, plus la résistance RI-I3. On va le voir tout à l'heure, d'accord? Donc juste, je vais écrire l'expression de V2, la tension d'entrée numéro 2 est égale à quoi? Est égale à RB plus H11 le tout fois IB2 plus RI fois I3. I3 est égal à combien? C'est ça l'inconnu ici dans cette expression-là. Le I3, en général, on a dit que c'était le bêta IB1. Donc, vous pouvez le remarquer, c'est le bêta IB1 plus bêta IB2. Très bien. Alors, en mode différentiel, on a le V1 est égal à moins V2, ce qui implique que le IV1 est égal à moins IB2, ce qui va impliquer que le I3 est égal à 0. D'accord? Alors, la tension d'entrée numéro 2, on va voir que le RB plus H11 fois le IB2. Pour la tension de sortie numéro 2, donc vous pouvez le nommer VS2 ou bien V-output numéro 2, en général c'est la tension de sortie numéro 2 est égale à quoi? Alors vous pouvez le remarquer, donc ça c'est cette tension-là, c'est RC fois ce courant-là. Normalement ce courant c'est l'inverse, donc c'est plutôt, pardon, c'est le bêta IB2. Alors vous pouvez remarquer que le courant et la tension sont dans le même sens, donc on va ajouter un signe moins, donc c'est moins RC fois bêta IB2. Donc finalement, on peut en déduire que le gain en mode différentiel, qui est égal à VS2 sur V2, c'est quoi? C'est moins RC bêta sur RB plus H11. Alors on va passer à la question suivante. Alors il demande le gain en mode commun. Donc le gain en mode commun, on va retourner. Donc le mode commun, ça implique quoi? Le mode commun, ça veut dire on va supposer que V1 est égal à V2 est égal à un certain VC. Donc, le plus important, d'abord, V1 est égal à V2. Très bien. Alors, de la même façon, si je réécris les deux expressions, la tension de sortie numéro 1, c'est quoi? C'est le AD sur 2 fois V1 moins V2 plus AC sur 2 V1 plus V2. Et le VS2 est égal à AD sur 2 V1 moins V2 plus AC sur 2, V2 plus V1. Alors ici, c'est V2 moins V1. D'accord. Alors, on suppose que V1 est égal à V2, donc ce terme-là, il va être égal à 0. Pareil ici, donc ce terme-là, il va partir. Je vais avoir VS2 est égal à AC sur 2, V2 plus V1. V2 est égal à V1, donc V2 plus V1, c'est 2V2. Donc, de la même façon, je peux dire que VS2 est égal à AC sur 2 fois 2V2. Donc, c'est AC fois V2, AC ou bien ACM, comme vous le souhaitez. Donc, le gain en mode commun. Donc, le ACM est égal à quoi? Est égal à VS2 sur V2. Donc, c'est la tension de sortie sur la tension d'entrée. De la même façon, on va retourner à notre schéma équivalent en dynamique. Donc, pour chercher les expressions, en général, les expressions, ils ne vont pas changer. On va toujours avoir notre tension V2 qui est égal à RB IB2 plus H1 IB2, mais ce qui va changer maintenant, plus RI I3, c'est le I3. Dans ce cas-là, le I3, il va être différent de 0. Donc, je réécris l'expression qu'on a trouvée tout à l'heure. On a dit que V2 est égal à RB plus H11 fois
IB2 plus RI I3. D'accord? Et le tension de sortie VS2, c'est toujours moins RC bêta IB2. Donc, il suffit de chercher I3. On a dit que I3 est égal à quoi? C'est bêta IB1 plus bêta IB2. Alors, en mode commun, on a V1 est égal à V2, ce qui implique que IB1 est égal à IB2, ce qui va impliquer que le I3 est égal à 2 fois bêta IB1 est égal aussi à 2 fois bêta IB2. Donc, dans l'expression précédente de V2, on va remplacer par 2 fois bêta IB2. Donc, on peut écrire que V2, c'est quoi? C'est RB plus H11 plus RI fois 2 fois bêta. D'accord? Le tout fois IB2. Et de cette façon-là, on peut en déduire le gain en mode commun qui est égal à VS2 sur V2. Donc, c'est toujours moins bêta RC divisé par RB plus H11 plus 2 fois bêta RI. Et voici le gain en mode commun de notre amplificateur différentiel. Alors, on va passer à la question suivante. Alors, l'expression on nous demande de trouver le taux de réjection en mode commun, d'accord? Ou bien le taux de réjection du mode commun. Ce taux de réjection du mode commun, par définition, c'est très bien que le taux de réjection du mode commun, maintenant, on cherche les expressions en décibels. Donc, c'est 20 log, le gain en mode différentiel sur le gain en mode commun. Alors, si vous faites l'application numérique, normalement, vous devez trouver pour le AD une valeur de moins 0,11. Pardon, ça c'est le AC. C'est normal vu la valeur qui est très petite. En général, le gain en mode commun, il est très petit. Le gain en mode différentiel, il est beaucoup plus grand. Donc, le gain en mode différentiel, c'est moins 127,10. Donc, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver un taux de réjection en mode commun en décibels qui est égal à 61,2 dB. Donc, on va passer à la question suivante. Alors, dans cette question, on nous demande de chercher la résistance d'entrée différentielle. Alors, il faut savoir une chose que, d'une façon générale, la définition de l'impédance d'entrée ou bien la résistance d'entrée, c'est quoi? C'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. Ça, vous le savez déjà. Alors, mais ici, on a deux entrées, deux tensions d'entrée et deux courants d'entrée. Donc, comment rendre le schéma équivalent à un seul quadripôle avec une seule tension d'entrée et un seul courant d'entrée? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ici, pour l'entrée en mode différentiel, on va remplacer ce schéma-là. On va relier l'entrée, donc la V1 et V2, avec un générateur. On va mettre ici un générateur de tension VD. D'accord? Dans ce sens-là, donc plus et moins. Vous pouvez remarquer que ici, le courant IB1, donc bien sûr, c'est celui-là, c'est le courant toujours IB1. Alors, vous pouvez remarquer que le IB1 est égal à moins IB2. Donc, on a toujours la relation IB1 est égal à moins IB2. Très bien. Alors, on peut voir aussi que le VD est égal à quoi? Donc, la tension, c'est une différence de potentiel. Donc, ici, de là jusqu'à là, c'est la tension V1. Et de là jusqu'à là, c'est la tension V2. Donc, c'est V1 moins V2. Et on sait très bien qu'en mode différentiel, on a quoi? On a le V1 qui est égal à moins V2. Donc, à partir de cette expression-là, et on sait que V1 est égal à moins V2, on va trouver quoi? On va trouver que VD est égal à 2 fois V1 et VD est égal à moins 2 fois V2. Donc, on peut en déduire tout simplement que la relation, donc ce schéma-là est tout à fait correct parce qu'on va trouver que V1 est égal à VD sur 2 et V2 est égal à moins VD sur 2 et c'est ça ce qu'on a supposé le départ dans le mode différentiel, d'accord? Donc ce schéma-là est tout à fait correct. Donc si je veux tracer un schéma simplifié, on va faire cela, on va mettre la tension VD. Voilà, voici les deux entrées. J'ai ici le courant IB1, j'ai ici le courant IB2 qui est égal à moins IB1, et voici mon impédance d'entrée différentielle. D'accord? Alors, et voici la tension VD. Alors, si j'applique la relation de l'impédance d'entrée, je vais dire que l'impédance d'entrée en mode différentiel est égale à quoi? Est égale à VD sur IBA, tout simplement. Donc, je continue ici en bas. Donc, Z2ED est égal à VD sur IB1. VD, c'est quoi? C'est 2V1. C'est 2 fois V1 sur IB1. Très bien.
Alors, en mode différentiel, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit V1 est égal à moins V2, très bien. Donc, l'expression de V1, c'est quoi? Et on avait dit aussi une chose très importante. On avait trouvé que le courant I3 est égal à 0 lorsque j'étais en mode différentiel. Donc, V1, l'expression de V1, je vais avoir que le RB plus le H11 fois le courant IB1. D'accord? Donc ici, fois le courant IB1, j'aurai plus le RI fois I3 parce que I3 est égal à 0 sur IB1. Donc ça va se simplifier. Donc finalement, on peut dire que l'impédance d'entrée en mode différentiel, c'est quoi? C'est 2 fois RB plus H11. Donc la dernière question, qui est l'impédance d'entrée en mode. De la même façon, donc on veut faire la même chose. On souhaite avoir un schéma global avec une seule tension d'entrée, une seule tension de sortie. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a en mode commun? Qu'est-ce qu'on a en mode commun? En mode commun, on sait très bien que la tension V1 est égale à la tension V2. On a dit, bien sûr, est égale à un certain VC. Aussi, IB1 est égal à IB2. D'accord? Bien sûr, différent. Le I3, dans ce cas-là, il est différent de 0. Le I3 est égal à 2 fois bêta IB1 est égal aussi à 2 fois bêta IB2. D'accord, très bien. Alors, on va retourner ici. De la même façon, je vais changer de couleur de stylo. On va faire un schéma. On va faire comme ça. On va relier la tension d'entrée numéro 2 à la tension d'entrée, numéro 1. Et on va les relier à un seul générateur VC. Et voilà. Alors ici, V1 de là jusqu'à la masse, V2 de là jusqu'à la masse, tous les deux, ils sont égaux à la tension VC. D'accord? Alors, remarquez avec moi, le courant qui va circuler ici, c'est le courant IB2. Donc, le courant qui est là, c'est la somme des deux, c'est IB1 plus IB2. Donc, je peux dire que c'est 2 fois IB1, comme je peux écrire, c'est 2 fois IB2. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire concernant l'impédance d'entrée? Donc, si on va mettre un seul quadripôle, un schéma simplifié, j'ai les deux entrées qui sont tous les deux reliés à un générateur VC de tension. D'accord? J'ai un courant qui est 2 fois IB1 et une tension VC. Donc, si je veux calculer l'impédance d'entrée en mode commun, ou bien la résistance d'entrée en mode commun, comme vous le souhaitez, puisque la résistance aussi, c'est une impédance. Donc, l'impédance d'entrée en mode commun, on va dire c'est quoi? C'est la tension VC sur 2 fois IB1. La tension VC est égale à quoi? C'est la tension, tout simplement, c'est V1. Et c'est aussi V2. C'est sur 2 IB1. Alors, dans ce cas-là, le V1 est égal à quoi? C'est RB plus H11 fois IB1, et bien sûr, plus RI fois I3. Dans ce cas-là, on a dit que le I3, il est différent de 0. Donc, ça va être RB plus H11, plus, le I3, c'est quoi? C'est 2 fois bêta IB1, ou bien 2 fois bêta IB2. Donc, RI, le tout fois IB1. Donc, je divise par 2 fois IB1. Bien sûr, ici, j'ai oublié de diviser par 2 fois IB1. Donc, finalement, je vais simplifier par IB1. Donc, j'ai mal écrit, ça c'est IB1, pardon. Et je vais écrire ici proprement l'expression de l'impédance d'entrée en mode commun. Donc, bien sûr, la résistance d'entrée en mode commun, c'est quoi? C'est RB plus H11 plus 2 fois bêta fois RI, le tout divisé par 2. Alors, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que ZEC est égal à quoi? Est égal à 12,6 mégaohms. Et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure. Pour le ZET, si vous faites l'application numérique, vous allez trouver que c'est 46 kiloohms. Donc, et là, on a terminé avec cette série. Merci pour votre attention.